痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapé, ça se prend, c'est aujourd'hui au programme, on va sortir nos livres d'histoire pour trouver les inspirations à Naruto. Bah oui, Naruto c'est une œuvre originale, mais c'est pas parce que c'est une œuvre originale qu'il n'y a pas un petit fond d'inspiration. La culture asiatique notamment est riche d'histoires, de contes et bah globalement de tout ce qui nous inspire. Un petit peu comme nous d'ailleurs, on a les histoires du roi Arthur, du petit chaperon rouge, du fantôme de Mélusine, etc. Ces histoires, on peut s'en inspirer. La légende d'Excalibur, ça a donné la Master Sword, et dans le cas de Kishimoto, certaines légendes ont donné Naruto tel que nous le connaissons. Donc embarquez avec moi dans cette merveilleuse aventure à la recherche des supports d'origine. Nous allons chercher les œuvres ayant servi de support à Naruto. Et puisque j'entends la foule hurler que Tenten a été inspiré de Chuck Norris, on va pouvoir commencer. Allez, on va commencer par un personnage que j'aime beaucoup malgré son manque de temps d'écran, Kidomaru. Kidomaru sera inspiré de Spider-Man. Non, je deck. De Kidomaru dans le Kokon Shomonju. Bon, globalement, c'est un recueil d'histoires qui date du XIIIe siècle et il y a un petit peu tout. Du folklore, de la religion, de l'étrange, du surnaturel, et j'en passe. Mais là où ça va nous intéresser, c'est que dans l'une de ces histoires, il y a Kidomaru, le garçon démon, le Oni Boy. Ce gamin veut se venger de la mort de son père. Il a passé sa vie à commettre tout type de crimes, s'est fait virer de son temple, et quand il allait se faire enfermer, il a failli tuer le gars qui voulait l'enfermer justement. Sauf qu'à la fin, Kidomaru, de cette histoire, s'est fait tuer par une flèche. Et la cause de sa mort, plus largement, c'est sa rage, son aveuglement par la vengeance. Mais outre le nom et la symbolique de la flèche, on retrouve l'une des caractéristiques de la marque maudite dans le Kidomaru originel, la haine. Malgré son absence de background dans le manga, Kidomaru n'est pas né nulle part. Un petit peu connu celui-là, mais je sens que ça va débattre assez méchamment sur sa véritable origine. Dans Naruto, le démon à 4 queues tient son inspiration d'une légende absolue. Il s'appelle Sangoku. Alors, vous ne pouvez pas ne pas connaître Sangoku, le personnage principal du cultissimement culte Dragon Ball, le papa de tous les shonen. Sauf qu'on pourrait se dire également qu'il s'est inspiré de Pérégrination vers l'Ouest, le roman ayant lui-même inspiré Sangoku de Dragon Ball. C'est clair? Pérégrination vers l'Ouest a inspiré Goku de Dragon Ball, et Goku de Dragon Ball a inspiré Sangoku de Naruto. Et certes, on pourrait se dire que Kishimoto s'est inspiré de la même base, à savoir Pérégrination vers l'Ouest. Mais non. Sangoku de Naruto, le bijou, possède 4 queues. Coïncidence? Je ne pense pas, puisque la Dragon Ball la plus connue étant la boule à 4 étoiles, l'unique souvenir de Goku de son grand-père. Mais il y a plus. L'hôte de Sangoku, donc son Jinchuriki, s'appelle Roshi. Alors, Roshi ça veut dire vieux maître, sage, truc expérimenté, donc le maître Miyagi de cet univers. Et Roshi, c'est aussi le nom original de Tortue Géniale, le maître de Goku dans Dragon Ball. Sangoku, 4 queues, Roshi. Ouais, je doute que Son Wukong soit à l'origine de ce personnage. L'inspiration évidente est donc Dragon Ball. Une de mes préférées celle-là. L'histoire d'amour entre Kushina et Minato est tout simplement inspirée d'une parabole japonaise. Et non, pas celle qui te permet de regarder MCM à 16h pour regarder Détective Conan, hein, c'est pas vraiment la même chose. Là on parle d'une histoire courte avec une morale. Et cette histoire c'est que chaque petit doigt est relié par un fil rouge invisible du destin qui est censé nous mener vers la personne qu'on est censé rencontrer. Et normalement, ça fait tilt dans votre tête. Dans le manga, Kushina était moquée à cause de la couleur de ses cheveux, ce qui fait qu'elle était mal aimée. Quand elle s'est faite kidnapper par les ninjas de Kumo, elle a laissé tomber ses cheveux pour que quelqu'un la retrouve. La personne qui l'a retrouvée, c'est Minato. Il a suivi ce fil rouge du destin qui l'a mené vers la personne faite pour lui. Kushina, grâce à ce fil rouge, s'est vu offrir son âme sœur. Et symboliquement, c'est fou. C'est parce que Minato était le seul à aimer ses cheveux rouges qu'il l'a retrouvé. D'ailleurs, elle le dira dans l'animé, et c'est cadeau, allez prenez. その時の湊はとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。彼は私を変えた。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして湊を大好きになった。 Je m'en lasse pas. Meilleur couple du manga. Qui a dit que Kaguya avait zéro background? Ouais bon ok, celle de Naruto elle en avait pas vraiment, mais
Celle de l'œuvre originelle, si. Dans l'histoire de la coupeuse de bambou, pendant l'ère Heian, nous avons une autre version de Kaguya. Elle a été découverte dans une tige de bambou lumineuse, la princesse Kaguya grandit sous la protection d'un doux coupeur de bambou pour devenir une belle jeune fille. Après avoir gagné l'affection de l'empereur du Japon, Kaguya révèle ses origines célestes et retourne vivre sur la lune. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un là? Le même prénom, le même rang, des pouvoirs célestes et ce lien avec la lune. Ouais, la référence elle est plutôt obvious. Surtout dans l'anime d'ailleurs, où là on reprend vraiment bien son histoire. Et il y a même la symbolique de son arrivée avec les bambous en arrière-plan. Non vraiment, rien que pour ça, les hors-séries sur elle, ça vaut le détour. Ouais bon en fait non pas vraiment, mais bon moi ça permet de rentrer dans cette vidéo. C'est déjà pas mal. Et oui, Sangoku, c'est pas le seul bijou qui a été inspiré d'une autre histoire. Mais celle-là, franchement, difficile de l'avoir. Shukaku serait inspiré de Bakedanuke, un yokai du folklore japonais. Et là, franchement, bonne chance pour l'avoir. Le Bakedanuki a comme principale caractéristique le fait de pouvoir changer de forme. Ça, effectivement, Shukaku il l'a jamais vraiment montré. Par contre, l'une de ses transformations est une théière. Théière qui a également été utilisée dans Boruto pour dissimuler Shukaku, comme son homologue du folklore. Aussi, le Bakedanuke est associé assez largement au sable, et pas besoin de faire le lien, je pense que vous l'avez. Mais surtout, il partage comme trait commun son aversion pour les êtres humains. Et Shukaku, les êtres humains, il les détestait d'une puissance folle, à l'exception de Pépé évidemment. Donc voilà, référence assez subtile, mais franchement, qu'a la classe. Un autre groupe ultra sous-coté, les épistes de Kiri. Et eux, j'avoue, il y a un certain flow dans leur inspiration. Ils sont tout simplement inspirés des Shishikin Misaki. Les Shishikin Misaki sont 7 démons slash guerriers d'une légende japonaise classique, souvent décrit comme un groupe d'élite redoutable, avec chacun une arme ou une capacité particulière. Dans Naruto, les 7 épistes de la brume forment un groupe d'élite de ninjas de Kiri, chacun spécialisé avec une arme unique et reconnu pour sa puissance et son efficacité en mission. De manière assez similaire, dans l'univers des Shishikin Misaki, chaque membre est doté d'une arme ou d'une capacité particulière qui le distingue, et le groupe fonctionne comme une unité complémentaire où chaque individu contribue à la force collective du groupe. Dans les deux cas, ces équipes sont symboles de prestige et représentent la puissance militaire ou stratégique de leur village slash territoire, avec une hiérarchie implicite et un respect basé sur leurs compétences uniques. Au-delà même de leur organisation, les deux groupes y partagent une esthétique et un concept narratif assez proche. Les membres sont souvent représentés avec une identité visuelle forte liée à leur arme ou leur spécialité, ce qui permet de les rendre mémorables et immédiatement reconnaissables pour le public. Ils incarnent aussi une sorte d'archétype de groupe de guerriers légendaires où la force individuelle se met au service du collectif, et où chaque combat permet de mettre en avant non seulement la technique, mais aussi la personnalité et le style de chaque membre. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé leur série, ou même globalement l'animé, vous risquez de pas les connaître. Fujin et Raijin, ce sont les deux débilos. En gros, Mizuki, le gars qui a voulu tuer Naruto au chapitre 1, est de retour, et il s'est transformé en Tony le tigre de Kellogg's. Sauf qu'il a récupéré ces deux-là dans son gang, et ils sont débiles, mais à un point. Bref, y a pas grand chose à dire sur eux, mais ils ont été inspirés des dieux du tonnerre et du vent, à savoir Fujin et Raijin. Bon, après honnêtement, y a pas mille et une ressemblances entre eux, mais bon, ce sont deux frères qui possèdent exactement les mêmes noms, donc est-ce que ça passe? Vous me direz. Même le mont Miyubuku est inspiré de quelque chose. Qui l'eût cru? Et vous n'êtes pas sans savoir que le personnage de Jiraiya a été inspiré d'une autre histoire, mais on y reviendra. Eh bien le mont Miyuboku est inspiré étroitement de cette légende. Les crapauds de ce monde ressemblent au yokai Ogama de l'histoire de Jiraiya le galant. Dans cette histoire, Jiraiya le bandit se rend au mont Miyoko pour rencontrer la 7 crapauds immortels. Déjà, ça devrait vous rappeler 2 ou 3 choses. Jiraiya apprend l'art de la magie des crapauds auprès de ce crapaud millénaire. Après les avoir invoqués, ces crapauds guerriers avalent les ennemis de Jiraiya, expirent un souffle arc-en-ciel et manient des épées tout en servant de moyens de transport libres. Ouais bon, n'abusons pas avec les rêves tout de même, là on dirait vraiment un délire à la Bob Lennon. Bon évidemment on a le crapaud millénaire, l'entraînement du mode ermite, et techniquement on a même les épées. Là l'inspiration n'a jamais été véritablement cachée, mais je pense que la majorité d'entre vous connaissent l'inspiration pour Jiraiya, mais pas forcément pour le mont Miyuboku, en espérant vous avoir appris quelque chose. Bon ça a déjà été dit dans mon iceberg sur l'Akatsuki, mais franchement j'ai bien aimé cette histoire. Kakuzu serait inspiré de la terrifiante Kushisake Onna. Pour l'histoire, cette demoiselle est une yokai. C'était de base une belle femme, mais qui s'est fait trancher la bouche par son mari un petit peu jaloux. La jalousie, ça a jamais rien apporté de bon. Elle s'est donc fait trancher la bouche jusqu'aux oreilles, d'où sa bouche en mode Joker. Sauf qu'après sa mort, elle est revenue en forme d'esprit vengeur. Elle porte un masque, aborde les gens, donc surtout la nuit, et leur pose une question. Suis-je belle? Et là, accrochez-vous pour le truc bien salaud. Si tu dis non, elle te tue. Par contre, si tu dis oui, elle enlève son masque et te repose la question. Si tu dis non, elle te tue encore une fois. Mais si tu oses dire oui,
Ok, pas de souci, eh bah tu vas me ressembler. Donc là elle te défigure de la même façon. Ah bah oui, c'est toi qui as dit qu'elle était belle, donc bon. Et là, Kakuzu lui ressemble comme deux gouttes d'eau, avec ce même sourire taillé jusqu'aux oreilles et les mêmes cheveux longs et noirs. Heureusement quand même qu'il était pas aussi creepy qu'elle, hein. Ou quoi que en fait. En vrai ça aurait pu être sympa, non? Bon alors lui il est largement connu par la communauté, mais c'est quand même sympa d'en parler. Kyuubi, ou Kurama pour les intimes, est littéralement inspiré des esprits renards dans le folklore japonais, les kitsune. Les kitsune sont des esprits renards souvent associés à l'intelligence, la magie et la ruse. Avec l'âge, ils gagnent en pouvoir et peuvent développer plusieurs queues, donc jusqu'à 9, signe de leur puissance. Ils sont capables de se métamorphoser en êtres humains, souvent femmes, pour tromper ou séduire, mais sont pas forcément maléfiques. Certains sont protecteurs, messagers de la divinité Inari, tandis que d'autres, ils aiment bien piéger les humains. Ils maîtrisent aussi des capacités comme des illusions, la possession ou la création de feu qu'on appelle les feux follets kitsune. Globalement, ils incarnent une dualité à la fois des esprits farceurs, dangereux et parfois bienveillants selon les histoires. Dans Naruto, Kurama, ou Kyuubi peu importe, est directement inspiré de ces kitsune, en particulier du mythe du démon renard à 9 queues, symbole ultime de puissance. Comme dans le folklore, il est une créature ancienne dotée d'une intelligence propre et d'une force immense souvent crainte et mal comprise. L'idée qu'il puisse influencer ou habiter un être humain, comme Naruto en l'occurrence, rappelle les récits de possession liés aux kitsune. Cependant, le manga Naruto transforme ce mythe. Là où les kitsune sont relativement ambigus, Kurama il évolue d'une bête destructrice vers un allié, ce qui modernise la légende tout en gardant ses bases mythologiques. En vrai, c'est un petit peu la classe, je trouve. Bon, en vérité, je mens un petit peu, c'est pas vraiment Hiruzen, mais c'est plutôt son père. Oui, dans Naruto, le père d'Hiruzen est mentionné quand Mikoto a donné naissance à Sasuke. Sa femme Biwako, enfin pas Biwako la femme du bébé Sasuke, mais Biwako la femme d'Hiruzen, a indiqué que le nom du père d'Hiruzen justement c'était Sasuke. Sasuke Sarutobi, c'est une figure semi-légendaire du Japon féodal, souvent associée au folklore des ninjas plutôt qu'à l'histoire documentée. Selon la tradition, Sasuke Sarutobi serait un ninja exceptionnel, agile et rusé, maître du camouflage et de la furtivité, qui aurait vécu à l'ère Sengoku, ou juste un petit peu après. Il est célèbre pour ses exploits héroïques et acrobatiques. Dans ces histoires, il fait partie d'un groupe de ninjas loyalistes ou mercenaires, accomplissant des missions dangereuses, usant de ruses et parfois doté de capacités surnaturelles dans les versions romancées. Sa réputation a traversé les siècles, devenant un symbole du ninja parfait dans le folklore japonais, courageux, loyal et incroyablement habile. Et outre le prénom quand même plutôt explicite, on comprend assez rapidement le lien. Un ancien ninja acrobatique dont le nom signifie littéralement saut de singe. Ouais. Hiruzen serait le fils d'une légende de notre monde à nous, mais ça aurait été retranscrit dans l'univers de Naruto. En mode c'est notre légende à nous que lui il a connue. C'est un peu sympa je trouve. Et enfin, le dernier de cette liste, et sans conteste le plus connu. Autant finir en beauté, non? Bref, les Sannin, donc Jiraiya Orochimaru et Tsunade, sont inspirés de la légende Jiraiya Goketsu Monotogari, qui signifie Jiraiya le vaillant, Jiraiya le galant, ou tout ce que vous voulez. Et en plus il date, franchement, 18e siècle, c'est à peu près l'équivalent de l'année de naissance de Michel Drucker. Dans ce conte, Jiraiya est un ninja légendaire qui maîtrise la magie des crapauds. Il tombe amoureux de Tsunade, une femme puissante qui peut contrôler les limaces et qui possède une grande force. Leur ennemi principal, c'est Orochimaru, un sorcier qui maîtrise les serpents. L'histoire elle est remplie de combats magiques, des ruses, des trahisons et des transformations animales. Et les trois personnages sont liés par des conflits et des alliances, chacun représentant une créature différente. Crapaud, limace, serpent. Normalement c'est ultra obvious, je pense qu'on n'a pas besoin de développer. Le lien entre les Sannin de Naruto et le conte de Jiraiya Goketsu Monotogari illustre parfaitement comment le folklore japonais peut être recyclé et modernisé dans un univers contemporain. Le trio Jiraiya Tsunade Orochimaru dans le conte original est déjà construit autour de la symbolique animale et de la dynamique entre forces opposées, crapaud, limace et serpent, chacun ayant ses pouvoirs et sa personnalité unique, mais liés à des thèmes universels comme la loyauté, l'amour, la trahison et la quête de pouvoir. Masashi Kishimoto, le goth, a repris ces archétypes et les a adaptés au monde des ninjas, transformant des éléments magiques du conte en techniques ninja, invocations et personnalités plus profondes et nuancées. Les Sannin deviennent alors des personnages aussi puissants que complémentaires, mais également des incarnations modernes des héros passés. Et ça permet au folklore de traverser les siècles tout en conservant sa symbolique et sa richesse narrative, tout en donnant à l'univers de Naruto un fond mythologique solide et cohérent qui résonne avec des thèmes classiques de l'héroïsme et de la rivalité. En d'autres termes, une histoire peut être modifiée, transformée, réinventée pour donner quelque chose de meilleur. Et sur ces paroles bien controversées, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, existe-t-il d'autres inspirations pour Naruto? Si vous en avez, on voit ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et à la prochaine fois au programme, un podcast sur les 10 types de profs. Oui, je fais ce que je veux. Et dans la même vidéo, on bat le record de manger de raclette. Je suis en roue libre. Aspros le fifou dingo.